La chute d'Andry Rajoelina a surpris plus d'un, à Madagascar comme à l'étranger. Comment un président, autrefois porté en héros par son peuple, a-t-il pu voir son pouvoir vaciller aussi brutalement? Derrière les discours officiels, les journalistes lèvent le voile sur les véritables raisons d'une crise politique aux multiples visages, tensions internes, désillusions populaires et jeux d'influence. Dans cette vidéo, nous revenons sur les faits marquants, les coulisses du pouvoir et les erreurs stratégiques qui ont précipité sa chute. Restez avec nous, l'analyse promet d'être sans filtre. Le système est totalement corrompu, même à la Jirama, et il n'arrive pas à faire le travail qu'il a pu faire au Rwanda. Donc c'est un véritable problème. Après, cette jeunesse, elle est victime du système, donc on n'a pas à s'inquiéter par rapport à ça. Elle doit vraiment jouer son rôle de société civile pour pouvoir contrôler tout ça. Mais après, je pense qu'il y a deux enjeux à Madagascar pour qu'on puisse en sortir. Il y a cette jeunesse en tant que société civile, parce qu'elle a son rôle à jouer dans cette démocratie. Et il y a aussi la décentralisation, c'est quelque chose qu'on attend très fortement à Madagascar, parce qu'elle n'a jamais vraiment eu lieu. Alors que par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gouvernorats, il y a des gouverneurs, le système de gouvernorat. Il y a aussi les Fuktan, c'est ce qu'on appelle les quartiers des représentations du peuple. Donc là, c'est à ce niveau, il faut qu'on sorte vraiment de l'hypercentralisation de notre administration et de l'État, et que justement la société civile avec la population puisse jouer un rôle pour plus qu'il y ait cette rupture entre. C'est pour ça que, indépendamment de l'homme, il faut plutôt s'interroger sur le système. C'est le système politique qui nous interroge, parce que le problème, oui, il y avait les problèmes évidemment sociaux, comme vous l'avez dit, problème d'accès à l'électricité, problème d'accès à l'eau, problème de pauvreté, mais il y a aussi le problème de la corruption. Et quand c'est la corruption, c'est le système politique qui est forcément visé. Donc là, oui. Là, pour le moment, c'est très difficile de se prononcer parce que depuis jour après jour, vous avez vu, il y a des informations qui fusent, et même là, on est en train de parler encore d'autres informations qui vont arriver. Oui, je pensais qu'on retourne nommé président de la transition. On va voir comment il va composer son gouvernement. On va voir si il y aura, en tout cas, c'est un peu moi les informations qui me viennent, c'est qu'il va y avoir du coup une représentation de la Gen Z. Et est-ce qu'il y aura vraiment ces instances de contrôle pour qu'on ne retrouve pas la même chose sur ce qu'on a vécu avant, sachant que Madagascar, comme vous le savez, les crises, malheureusement, on en est à la 5e crise. Oui, à côté de bis repetita, si on compare à 2009 par exemple, puisqu'il était déjà là à l'époque, on a l'impression que c'est un nouvel épisode, où c'est un mauvais rêve qui recommence. Alors, là, la différence, c'est qu'en fait, les militaires ont été très méthodiques. Ça, il faut quand même le souligner. Et on voit que le président de 2009 a eu beaucoup d'incidence dans ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est-à-dire avec notamment les dissolutions des institutions, que ce soit la HCC, le Sénat. Et en fait, l'idée, la stratégie qu'il y avait derrière, c'était que cela ne soit pas considéré comme un coup d'État. Parce que le coup d'État, c'est très... péjoratif, comme c'est mal pas vu. que péjoratif, parce que c'est aussi par rapport aux institutions. Là, vous avez vu, là, déjà, l'Union africaine a sanctionné Madagascar. La SADC doit venir également à Madagascar. Et puis aussi, il y a toujours cet enjeu-là à Madagascar, malheureusement, c'est la question des aides internationales. Quand on est très tributaire des internationales. Donc, on voit que dans la façon dont ils ont opéré, ils essayent de faire valider, pour pas que ça ne soit pas sans coup d'État, mais qu'il y ait un assentiment de la population et un assentiment institutionnel avec les députés. Alfred, certains disent que la place des militaires dans les casernes, mais là, c'était inévitable finalement. On l'a toujours dit sur ce plateau ici, que la place des militaires, c'est d'être dans les casernes et puis au front quand il y a des situations comme dans le Sahel. Mais Madagascar a quand même cette tradition, justement, chaque fois qu'il y a des manifestations populaires, sociales, crise économique, etc., que l'armée intervienne. 72, c'était pareil, 2009, pareil. Et donc, chaque fois, l'armée est le dernier recours pour essayer de sortir Madagascar de son marasme. Cette fois-ci, je pense effectivement que l'armée n'était pas au devant de la scène en tant que telle, sauf ce que Rajoel voulait mettre en avant pour tirer contre la foule. On sait qu'il y a eu quand même de morts au départ. Et ensuite, il y a eu ce refus de prendre encore, d'utiliser les armes contre la population. Et donc, au fond, l'armée n'a fait qu'accompagner le mouvement social entraîné par la génération Z. Et c'est ça qui est intéressant. Mais ça s'inscrit aussi dans ce qu'on a vu un peu au Mali. On savait que c'était la société civile qui était vent debout contre Ibrahim Boubacar Keïta. Et puis après, l'armée est venue
cueillir la mise. Alors là, ce qui est intéressant dans le cas de Madagascar, c'est que il semble se créer une forme de synergie, de convergence entre la génération Z, qui est assez vigilante quand même pour dire on ne va pas nous voler notre victoire, mais on savait aussi au départ que la génération Z ne demandait pas la démission du président, mais demandait effectivement le limogeage d'un certain nombre des caciques du régime, dont un patron, un homme d'affaires. Il a un peu bouleversé son gouvernement dans un premier temps, le président. Oui, et il n'a fait que virer le ministre de l'énergie, mais la génération Z voulait qu'il y ait un changement de fond, ce que Rajoel n'a pas perçu complètement. Et au fond, quand il a senti effectivement que son mentor, l'homme d'affaires qui s'est barré vers l'île Maurice, Ouais. et donc il a compris que c'était fini. Et puis, il n'avait, objectivement, aucune raison de quitter précipitamment Antananarive pour aller en exil. Au fond, il a créé les conditions de son éviction, c'est-à-dire vide juridique, institutionnel, et donc, comme la nature a horreur du vide, eh bien, la génération Z et puis les militaires se sont engouffrés là-dessus pour changer la donne. Ce qui est intéressant dans ce qui est en train de se passer à Madagascar, parce qu'on l'a dit justement tout à l'heure, on a toujours vécu des crises institutionnelles et des renversements avec la population. Mais là, en fait, on assiste, je pense, la crise d'aujourd'hui est très différente de celle de 2009, par exemple. Je pense qu'elle ressemble plus à celle de 72. C'est-à-dire que là, clairement, la Gen Z a mis en lumière des gros problèmes à Madagascar. Problèmes de besoins primaires, électricité, accès à l'eau. Et je pense que la classe politique, elle s'interroge beaucoup. Et elle est aussi très prudente, je pense qu'elle va être très prudente, parce que là, tout le monde a été quelque part bouleversé par ce qui s'est passé. L'influence des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui peut se passer derrière? Je pense qu'aujourd'hui, personne de cette classe politique va dire on va le faire comme avant. Ça, c'est sûr et certain. Du coup, ce qui va se jouer, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais un peu de contrôle, de garde-fou. Il faut que la Gen Z continue de maintenir cette pression si elle veut voir que ses revendications puissent s'appliquer avec cette gouvernance de transition. C'est ça tout l'enjeu pour la Gen Z. Est-ce que la Gen Z peut à elle seule suffire comme garde-fou justement par pouvoir? Est-ce qu'il ne faudrait pas compter sur des institutions plus solides, plus traditionnelles? La Gen Z ne doit peut-être pas suffire. Oui, bien sûr, mais là, vous savez bien, là, aujourd'hui, jusqu'à présent, c'est la Gen Z qui est à l'origine de tout ça. Ouais. Vous voyez, après, bien évidemment. Oui, mais vous voyez bien qu'ils n'ont pas. Ça allait bien au-delà de ce qu'ils demandaient, donc ça prouve qu'ils peuvent perdre le contrôle. De toute façon, dès lors qu'ils avaient un parti pris de dire que nous, on ne met pas de leader à la tête de ce mouvement-là, forcément, on se retrouve dans cette situation-là. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, je suis en train d'observer, qui sont en train de se revendiquer représentation de la Gen Z. On sent bien qu'il y a des jeunes qui ont compris qu'il y avait un opportunisme à avoir, il y avait des positions à prendre, comme dans tous les mouvements, mais des mouvements, vous savez, même ici en Occident, on a vu les mouvements, comment ça se passait, quand il n'y a pas personne, il n'y a pas une tête où on peut négocier. D'ailleurs, ça a été un problème pour Hans Rajoel, parce que dans les jours qui ont suivi les contestations, il a convoqué une jeunesse au palais présidentiel, c'était pas la jeunesse de la Gen Z. Exactement. Vous avez 40 ans, vieux jeune. Je me pose une question personnellement. Les revendications, les revendications de base, l'eau et l'électricité. Et je pense que ces deux préoccupations seront noyées ou sont en train d'être noyées par ce système politique qui vient d'être installé. Et on parlerait... Parce qu'à part les troubles actuels, en tout cas. Exactement. On parlera moins et beaucoup moins de cette préoccupation de l'eau et de l'énergie. Je me rappelle, parce qu'il y a un peu plus de 2 ans en arrière, j'ai interviewé le ministre de l'énergie et de l'eau malgache qui me parlait de beaucoup de projets de plusieurs milliards qui seront engrangés et qui permettront d'ici 2030 d'avoir une couverture de 70% en termes d'accès à l'électricité, je pense un certain nombre de pourcentages en termes d'accès à l'eau. Et aujourd'hui, on voit toutes ces promesses, tous ces projets passer outre, passer juste à côté. Ce que revendiquent les jeunes de la Gen Z, je pense qu'on est en train de mettre ça, de balayer cela du revers de la main. Et ce coup d'État n'arrange rien en réalité. Non. La chute d'Andry Rajoelina marque un tournant dans l'histoire politique malgache.
Entre ambition personnelle, mécontentement social et lutte d'influence, cette crise révèle surtout les fragilités d'un système en quête de stabilité. Une page se tourne, mais les questions demeurent. Qui profitera réellement de cette situation? Et quel avenir pour Madagascar? Chez Actu Décodé, nous continuerons à analyser, décrypter et vous livrer l'information sans détour. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo pour que l'analyse aille plus loin. Car comprendre l'actualité, c'est déjà agir.